Bonjour à tous, nous sommes mardi 9 juin. Donc aujourd'hui, comme prévu, on continue, pardon, on commence la séquence, la cinquième et dernière, sur le théâtre. Donc je me base sur les pages de votre manuel 236 à 249. Donc là, l'idée, ce serait que vous alliez chercher vos manuels rouges, que je vais donc parcourir un petit peu avec vous. Donc page 236. On a sous le titre «Tous en scène» cette illustration ici. Donc le but, c'est de vous présenter un petit peu les spécificités du théâtre. Donc dans une année de français, théoriquement, vous devez faire un petit peu de prose, c'est-à-dire le récit, présenté comme on a l'habitude, avec des lignes de bout en bout. Donc dans la prose, nous avons vu tous les récits de l'Antiquité et aussi tous les contes de fées. Ensuite, à part la prose, c'est-à-dire les romans, les contes, les nouvelles, et on se doit d'étudier pardon, de la poésie, donc pour notre compte c'est fait, et aussi du théâtre un petit peu tous les ans. Donc le thème de la poésie, c'était la nature, la création, et le thème du théâtre en sixième, c'est la comédie, la farce, et spécifiquement Molière. Donc on va parler bien entendu, de Molière juste avant et de la pièce que j'ai choisie pour vous, qui est une pièce habituellement étudiée en sixième parce que pas trop difficile et qui s'appelle donc Le médecin malgré lui. On va donc faire le lien bien entendu aussi avec le Fabliau. Alors pour vous présenter le genre du théâtre, il faut déjà avoir quelques repères chronologiques et votre livre donne des illustrations pour ceci. Donc là, vous voyez par exemple, le décor d'un château. Ici, vous voyez comment ça se présentait. Donc on a une représentation du malade imaginaire de Molière donnée devant le roi en 1760. C'est la légende de cette illustration. Donc en fait, ici, on a le public assis qui est aussi là, vous voyez. Et donc là, on a la scène, donc le malade imaginaire avec les comédiens. Et puis, si on regarde cette scène, eh bien, on a dans le dos, ce passage-là. En fait, les 2 vues sont des vues, dos à dos, qu'il faudrait, remettre ensemble pour avoir une vue à 360, degrés. Donc ici, la scène est devant, par exemple. Donc vous voyez ce qu'on appelle les loges ici. Avec, les parties hautes, ce sont les balcons et puis le parterre, ce qu'on appelle le parterre, eh bien, c'est là où les gens sont, par terre justement, c'est-à-dire les pieds sur le sol. C'est là que les places coûtent les moins chères et donc dans les loges, ça coûte un petit peu plus cher. Si on est sur les loges de côté qui sont très grandes comme vous le voyez, ce sont les loges royales qui sont les plus, prisées. Donc là, c'est même pas une question de prix, dans la loge royale, il ne peut y avoir que le roi, et ses invités et donc là, vous voyez la loge rouge ici, on voit qu'elle est passée, de gauche à droite et la loge dorée, de, droite à gauche, hein. C'est bien pour vous montrer que les images sont, l'une devant et l'autre derrière, si on peut dire. Voilà, donc une représentation du malade imaginaire au XVIIIe siècle, donc de Molière, hein, pièce de Molière. Ensuite, si on tourne la page, donc page 238, vous avez cette mosaïque. Il est dit préparatif d'une représentation théâtrale, pardon, mosaïque de Pompéi, autour de 70 après Jésus-Christ, donc c'est au musée de Naples en Italie. Donc pour jouer une pièce de théâtre dans l'Antiquité, on met des masques, on en voit un ici, celui-ci en a un aussi et il a même des flûtes, et là on voit des masques encore. Donc tiens, mosaïque, tiens, antiquité, donc on est en train, mine de rien, d'acquérir cette information qu'on fait du théâtre depuis l'Antiquité. Donc finalement, c'est comme la poésie, hein. Vous découvrez que ces 3 grands genres, on va dire roman, poésie, théâtre, au moins pour la poésie et le théâtre, sont des genres très anciens. Le roman finalement, c'est moins ancien puisque, les textes qu'on a vus, ensemble, antiques comme l'épopée, l'Odyssée par exemple, eh bien ce sont des textes écrits en vers. Donc c'est plutôt de la poésie finalement, hein. Donc les épopées étant écrits en vers, sont à la fois dans on va dire que, ces épopées appartiennent à 2 catégories, le roman parce que ça raconte une histoire, mais aussi la poésie parce que c'est écrit en vers. Donc, voilà, dans l'Antiquité, on pratique déjà la poésie, on pratique l'épopée et on pratique également le théâtre. Alors ça nous est confirmé ici, page 239, où on voit qu'on est dans une arène donc, antique justement, enfin celle-là c'est un dessin et vous avez des petites légendes. Donc
Le mur du fond, on l'appelle le mur de scène, comme vous le voyez, les acteurs sont devant, la scène est en bois ici. Donc le mur de fond permet plusieurs choses. À la fois, on peut y ménager ce qu'on appelle les coulisses pour partir dans un coin de la scène et puis revenir par un autre coin, par exemple, ou bien tout simplement changer de tenue. Et le mur de scène, il sert aussi à une chose, il sert à réverbérer le son, c'est-à-dire que la voix des acteurs va partir grâce au masque, la bouche du masque joue aussi un rôle pour porter le son. Le son part, hop là, comme ça, comme ma souris, vers les spectateurs et si jamais le son des spectateurs ou le son des acteurs revient, paf, il ricoche contre le mur et est renvoyé dans le public. Donc on a une acoustique, hein, c'est la science du son, qui est très bonne, dans ces théâtres antiques et ils sont vraiment, étudiés pour. Et pour que le son ne sorte pas, vous voyez la forme des gradins, hein, c'est-à-dire qu'on a comme un genre de cuvette dans les théâtres. Eh bien la forme des gradins est très étudiée pour ça. Donc le parterre, ce qui va s'appeler le parterre au XVIIIe siècle, ça s'appelle l'orchestre dans l'Antiquité. Et les acteurs qui sont ici forment le chœur, vous le voyez, c'est H, E dans l'O-U-R, c'est-à-dire des gens qui vont répéter ensemble, c'est le sens qu'on a en chœur aujourd'hui, ça veut dire à plusieurs en même temps, qui vont répéter des moments de l'action ou qui vont donner enfin, avancer dans le temps, par exemple, pour, voilà, on ne peut pas tout représenter au théâtre, donc le chœur va pouvoir dire, par exemple, 10 ans plus tard, il s'est passé telle chose, et les acteurs reprennent ensuite le fil de leur action. Donc le théâtre antique, vous le connaissez, et d'ailleurs, on va tout de suite afficher voilà, théâtre antique, des petites images. Hop. Voilà. Donc le théâtre d'Orange, par exemple, qui est très connu. D'ailleurs, vous le voyez là, on voit le mur de scène est absolument gigantesque. Euh, hop, vous voyez, et on voit très bien les gradins en arrondi. Donc c'est une forme de demi-cercle, un petit peu plus qu'un demi-cercle, et on voit vraiment très bien les gradins. Donc il existe d'autres amphithéâtres, donc d'autres théâtres, pardon, celui-ci est à Athènes. Là, c'est toujours celui d'Orange. On en a un, voyez, en Jordanie qui est absolument de toute beauté. Voilà. Donc, ça vous donne une idée de ce que c'est que un théâtre antique. Alors, je reviens à mes dessins. Donc, première chose qu'on a acquise, mine de rien, le théâtre, ça existe depuis l'Antiquité. Ensuite, il y a des siècles qui sont plus ou moins propices au théâtre que d'autres. Donc, on va dire que le XVIIIe siècle, c'est-à-dire le siècle de Molière, a été extrêmement riche en théâtre. Parce que le roi Louis XIV adorait ça. Donc, quand je dis XVIIIe siècle, c'est donc les années 1700 et quelques. Hein. Alors, ici, j'ai avancé page 241. Hop. Ah oui, j'aurais pu vous prendre en photo la page 240. Alors, je vais vous lire. Page 240, il y a un tout petit encart sur Molière. Donc, Molière, 1622-1673. Suivez page 240 si vous voulez. Molière est un nom de scène. Le plus grand auteur comique français s'appelait Jean-Baptiste Poquelin. Donc, Jean-Baptiste Poquelin, c'est le véritable nom de Molière. Très jeune, il se passionne pour le théâtre. Il fonde avec Madeleine Béjart, qui est son amoureuse, une troupe de théâtre qu'il appelle l'Illustre Théâtre. Il y sera à la fois auteur, acteur et directeur. Directeur, c'est-à-dire, on dirait presque aujourd'hui, metteur en scène. La troupe part en province où elle se produit sur les places publiques, puis Molière devient le protégé du roi Louis XIV. Donc vous imaginez, il a une ascension extraordinaire. Il mourra presque en scène en jouant le malade imaginaire, voilà. Et parmi ces pièces, donc les plus célèbres, on peut citer Les Fourberies de Scapin, Le Médecin malgré lui, L'Avare et encore bien d'autres. La Comédie Française, qui est donc ce théâtre ici, est appelée la maison de Molière parce qu'on y a joué beaucoup de pièces. Molière y a joué lui-même énormément. Donc c'est un théâtre très ancien, comme vous vous en doutez, puisqu'il date du XVIIIe siècle. Donc ici, on voit bien la scène qui est toujours en bois. Alors on devine un petit peu les coulisses. Là, il y a un décor dans le fond. Donc, justement, on vous dit les décors. Le rideau qui est levé, soit il est levé, soit il est sur les côtés. Ici, il est levé. Donc, il descendra à chaque fin d'un acte. Voilà, donc les loges ici, qui sont les parties donc, où on avait le roi. Ici, l'orchestre, autrement appelé donc le parterre, on l'a vu tout à l'heure. La corbeille, qui est le premier balcon.
Le premier balcon en réalité qui est donc le deuxième balcon est le poulailler. Donc la corbeille, vous le voyez, si elle n'a pas le nom de balcon, c'est parce qu'elle est beaucoup plus, grande qu'un balcon. On a plusieurs rangs et on y est donc beaucoup mieux installé. Vous voyez, le balcon, c'est beaucoup plus petit en fait, hein. Donc la corbeille, c'est le premier étage de luxe, on va dire, puis le premier balcon, puis le deuxième et le poulailler, ben, plus on monte, moins on est bien parce qu'on est quand même très loin, de la Seine et si on est sur le côté en plus, sur le côté tout en haut, on n'a pas toujours une très belle vue. Hem, alors avant de regarder le cours, qui est page 249, si, on va lire d'abord le début du cours. Voilà, quelques éléments d'histoire, donc c'est ça qui sera, à apprendre pour jeudi. Donc on vous dit le théâtre européen et oui, on ne s'avance pas sur d'autres continents parce qu'on n'en sait rien. Le théâtre européen est né en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ et donc les pièces se jouaient en plein air et de jour. Vous l'avez vu donc dans les théâtres. Les Romains ont imité les théâtres des Grecs. Le théâtre d'Orange, par exemple, c'est un théâtre romain qu'on a vu tout à l'heure, mais donc il est imité sur celui des Grecs. Au Moyen Âge, on jouait donc le théâtre dans la rue et il était ambulant, c'est-à-dire qu'il se déplaçait de ville en ville et c'est comme ça que Molière a commencé. Molière n'est pas au Moyen Âge, on est d'accord, hein, mais c'est la suite, on va dire. À partir du XVIe siècle, donc le théâtre s'est développé en Italie, puis en France, où on a imité les théâtres à l'italienne. La fameuse Comédie Française, donc est créée par Louis XIV, donc au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, pardon. Et donc c'est un bel exemple de, cet, engouement, cet amour du théâtre. Molière donc, l'auteur comique du XVIIe siècle symbolise le théâtre en France. Alors attendez, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Excusez-moi, j'ai dit 17e au lieu de j'ai dit 18e au lieu de 17e. Je recommence tout. Donc, au Moyen Âge, donc on a le théâtre de l'Antiquité, au Moyen Âge, donc un théâtre qui se déplace avec des petits moyens, petites planches, etc. Au XVIe, on commence à prendre toutes les bonnes idées du théâtre en Italie, et au XVIIe, excusez-moi, je me suis trompée, donc XVIIe siècle de Louis XIV et de Molière, on a l'essor vraiment du théâtre. Au XVIIIe, justement, donc c'est le siècle de la Révolution, 1789. On a du théâtre, mais bon, c'est un siècle bouillonnant, on n'a pas tellement le temps de s'y attarder. Et c'est au XIXe, fin XIXe et XXe siècle que le théâtre connaît, si on peut dire, un renouveau. Au XXe siècle, précisément, on va avoir vraiment une espèce de libération des règles du théâtre et beaucoup de genres théâtraux différents. C'est ce que vous dit le livre ici. Alors, l'organisation classique d'une pièce. Le texte d'une pièce de théâtre est précédé d'un générique qui indique le nom et les rôles des personnages. Alors, on va aller regarder tout ça avec le médecin malgré lui. Donc là, vous pouvez, si vous voulez, prendre votre exemplaire du médecin malgré lui, ou vous regardez mon écran, et vous allez voir qu'effectivement, on a le titre, le médecin malgré lui, et ensuite on a la liste des personnages. Et dans les personnages, en général, c'est très succinct, hein, très rapide, on vous dit juste qui est qui par rapport à qui. Donc Géronte, c'est le père de Lucinde. Autrement dit, quand on va trouver Lucinde, bah, il y aura marqué fille de Géronte. Il n'y a pas beaucoup plus d'informations, hein. L'un est le père, l'autre est la fille. Léandre, amant de Lucinde. Bah là déjà il y a une faute de frappe, Lucinde. Alors quand on dit amant, ça veut dire amoureux en fait, dans le langage du XVIIe. Sganarelle et Martine sont mari et femme. Monsieur Robert, donc c'est un voisin de Sganarelle et Martine. Valère et Lucas. Valère et Lucas sont tous les deux les domestiques de Géronte, ici. Et en plus, on vous précise que Lucas est le mari de Jacqueline. Jacqueline, c'est aussi une domestique de Géronte, puisque c'est sa nourrice. Enfin, c'est donc la nourrice des enfants de Géronte, exactement. Et c'est aussi la femme de Lucas. Ensuite, on a deux personnages annexes qui n'ont quasiment pas d'importance dans la pièce. C'est Thibaut et Perrin, qui sont donc père et fils, et qui sont deux paysans. Donc voilà, au début d'une pièce de théâtre, on a toujours comme ça la liste des personnages avec qui est qui. Ensuite, on va vous dire, une pièce est divisée en actes notés par des chiffres romains et en scènes notées par des chiffres arabes. Alors effectivement, acte 1, vous voyez un chiffre romain. Scène 1, bon là c'est pas vraiment un chiffre arabe, ça devrait. On va aller voir la scène 2. Voilà, scène 2, voilà, on voit bien que c'est un chiffre arabe. Scène 2, voilà, scène 3, et ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce qu'on découpe en actes et en scènes? Eh bien, c'est comme dans un dictionnaire,
on découpe en actes et en scènes? Eh bien parce que, il faut pouvoir s'y retrouver quand on est un acteur. C'est-à-dire, vous jouez le rôle de, Géronte. D'accord? Hop, je vais remonter à la liste des personnages. Voilà, vous êtes Géronte. Eh bien, vous devez savoir quelle tirade, ça veut dire là, ce que vous allez apprendre et dire, vous devez savoir quelle tirade il faut que vous appreniez. Et bah, à ce moment-là, on va vous dire, bah, toi, c'est simple, Géronte, il joue dans l'acte 1, scène 2, 3, 4, et puis dans l'acte 2, scène 3, et puis dans l'acte 3, scène 2. Eh bien, ce découpage, vous voyez, en acte et en scène, il sert à dire quand les personnages jouent. Et donc, c'est crucial pour un acteur qui doit apprendre son texte. Pour nous, les lecteurs, à vrai dire, on pourrait se passer de numéro de scène à la rigueur. Donc, on va changer de numéro de scène à chaque fois qu'un personnage entre ou sort de la scène. Et comme ça va nous donner une indication, si nous on est acteur, de quand on doit rentrer ou de quand on doit partir. Et de où est notre texte à apprendre. Ça, c'est pour les numéros des scènes. Pourquoi est-ce qu'on divise la pièce en actes? Alors là, pour le coup, ça nous sert à nous en tant que lecteurs aussi. Les actes, ce sont des moments bien précis de la pièce. Par exemple, vous allez voir là, l'acte 1, on a Sganarelle et Martine qui se disputent. Acte 2, on a Sganarelle chez Géronte. Et acte 3, on va dire que tout ce qui a été noué, les histoires d'amour, les histoires de médecins qui sont pas médecins, etc., tout ça se dénoue à l'acte 3. Donc les 3 actes, en général, ce sont vraiment des moments particuliers. On a l'acte où on explique un peu tout, c'est l'acte 1. L'acte 2, en général, c'est le sommet, donc il y a toutes les complications. Et dans l'acte 3, on dénoue l'ensemble. Et les actes, ils vont pouvoir du coup se jouer dans des endroits différents. Si vraiment on doit changer d'endroit, par exemple passer de la maison de Sganarelle et Martine à la maison de Géronte, on est forcé de changer d'acte. C'est ce qui se passe donc dans cette pièce. Ensuite, on vous dit le dialogue fait alterner des répliques. J'ai appelé ça des tirades. Et là, on vous parle, on vous dit nom d'un personnage, didascalie, réplique. Alors, je vais vous montrer ça sur le texte, ça va être beaucoup plus simple. Donc, une didascalie, c'est un mot un petit peu barbare pour dire une indication scénique, c'est-à-dire une indication de décor ou une indication de comment on doit dire notre texte si on est donc des acteurs. Donc là, vous voyez, la première didascalie, elle est là. On nous dit que le décor est une forêt. La deuxième didascalie, elle est là. Sganarelle et Martine, ils paraissent sur le théâtre en se querellant. Donc ça veut dire que quand on ouvre le rideau, il y a personne sur la scène, il y a Sganarelle et Martine qui sont en train d'arriver et qui se disputent. Donc voilà, ce sont vraiment les indications de qui fait quoi et de quel ton. Ensuite, on a donc le nom du personnage, toujours devant ou sur le côté, ça dépend, parce qu'on ne va pas écrire dit Sganarelle, répond Martine, rétorque Sganarelle, hurle Martine, ce serait vraiment beaucoup trop long. Donc on met juste les noms. Et en dessous, c'est ce qu'on appelle la réplique ou la tirade, c'est ce que dit le personnage. Donc là, voilà, vous avez à peu près, je pense, tout le vocabulaire qu'il faut. Ah oui, on vous dit, quand un personnage est seul en scène, on appelle cela un monologue. C'est-à-dire que là, il y a un dialogue puisque Sganarelle parle à Martine, puis Sganarelle, puis Martine, etc. Je vais vous montrer un monologue parce que Martine en fait un, je dirais à la scène 3. Vous allez voir, c'est un... Voilà, scène 4. Martine, et on a la didascalie, l'indication scénique, seule. Elle est toute seule sur la scène, hein, il n'y a que son nom. Et tout ce qu'elle dit là, eh bien, elle le dit à nous, le public. Donc, si là, on est en tant que public et non plus en tant que comédien. Donc, Martine parle seule au public, il n'y a aucun autre personnage sur scène. C'est ça qu'on appelle un monologue. Mono, c'est un, hein, c'est tout seul. Donc, en fait, log, c'est parler, elle parle toute seule. Alors que dialogue, dit, c'est deux, c'est quand on parle à deux. Voilà, donc un monologue, c'est ça, un personnage qui parle tout seul. Alors, on a besoin de monologue au théâtre, eh bien, parce que de temps en temps, un personnage doit expliquer quelque chose. Et là, en l'occurrence, Martine, elle va expliquer qu'elle souhaite se venger de son mari. Et donc, elle ne va pas le dire à son mari, évidemment, donc elle le dit à nous qui sommes les spectateurs. Alors, dans les particularités, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, le texte de théâtre a plusieurs destinataires. Ça veut dire que quand un personnage parle, il s'adresse aux autres personnages sur la scène, c'est-à-dire aux autres comédiens, mais aussi à nous, le public. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, la complicité du public est souvent sollicitée. C'est ça qui est drôle, c'est quand les acteurs, s'adressent à nous, public, directement et on est nous, public, on sait des choses que les autres acteurs sur scène ne savent pas.
enfin que leurs personnages, les personnages qu'ils jouent ne savent pas. Par exemple, quand Martine nous confie qu'elle va se venger de son mari, et bien Sganarelle, le mari, lui, il l'ignore bien entendu. Donc dans les particularités, on a des didascalies en italique qui donnent donc les éléments de décor, costumes, les gestes, déplacements, le ton et les destinataires. Donc il y a des auteurs qui notent énormément de didascalies et d'autres peu. Donc chez Molière, on n'a pas beaucoup de didascalies, on a juste l'essentiel parce que Molière n'est pas très directif. On peut jouer une pièce de Molière, on peut l'interpréter un petit peu comme on veut. Il y a des auteurs, je pense à Edmond Rostand que j'étudie avec ma quatrième, lui c'est un auteur du 19e siècle, même limite 20e d'ailleurs, Edmond Rostand, il est beaucoup plus directif, il donne beaucoup plus d'indications. Ensuite, donc au théâtre, la langue est orale, donc ça veut dire que c'est vraiment une langue parlée, donc on peut se permettre des interjections, des onomatopées, c'est-à-dire les interjections, c'est les petits hey, ah, oh, comme ça, et les onomatopées, c'est les couac, paf, pouf, c'est les sons qui miment une claque, ou bien quelqu'un qui tombe, boum, ce genre de choses. On va avoir beaucoup de phrases expressives, donc les questions, les ordres, les exclamations, hein, phrases interrogatives, injonctives, exclamatives. On va avoir des phrases inachevées, donc coupées par des points de suspension. Dans certaines pièces de théâtre, on peut avoir des jurons aussi. Alors il y en a chez Molière. Voilà, donc c'est vraiment la langue parlée qui doit nous permettre, nous, en tant que spectateurs, de nous détendre et de rire. Surtout pour la comédie, c'est ce qu'on étudie. Donc dans le vocabulaire, on l'a déjà vu. La scène, on appelle ça les planches parce que c'est du bois en général, hein, donc les coulisses, on a cité tout à l'heure, c'est ce qui est derrière et sur les côtés. Alors on n'a pas parlé de la régie. La régie, en général, elle est complètement au-dessus, des spectateurs et face à la scène pour voir ce qui se passe et ça elle s'occupe donc régie, c'est pour régler, hein, c'est donc le même mot que la famille du mot règle. Elle s'occupe donc, du son, de la lumière, des décors, de faire tomber le rideau quand il faut et cetera. On a les loges, ça vous savez, c'est donc carrément en dehors du plateau où les acteurs peuvent se préparer. Voilà, et puis donc dans une salle à l'italienne, c'est-à-dire selon le modèle italien, on a l'orchestre et les différents balcons qu'on a vus. Même, vous voyez tout en haut, le poulailler ou paradis, on l'appelle aussi paradis parce que c'est ce qu'il y a vraiment de très très haut. Donc nous allons étudier une comédie qui est Le médecin malgré lui. Sachez aussi qu'il existe toujours au XVIIe siècle, en même temps que Molière, deux autres auteurs de théâtre éminemment connus qui sont Racine et Corneille. Jean Racine de son prénom et Pierre Corneille. Et ces deux-là n'ont pas écrit de comédie, ils ont écrit des tragédies. Donc les tragédies, on va dire grosso modo, ça se termine très mal, hein. Le héros meurt à la fin, c'est la définition de la tragédie. Si votre héros ne meurt pas, ça n'est pas une tragédie. Et la comédie, eh bien, c'est ce qu'on va étudier avec Molière. Au contraire, on est là pour rire plutôt. Mais la comédie et la tragédie ont quand même un but commun, qui est celui d'enseigner aux spectateurs comment on doit bien se conduire, quelles sont les qualités qu'on doit chercher et les défauts qu'on doit éviter. Et alors justement, la tragédie, elle est focalisée sur les qualités qu'on doit acquérir. Et donc elle va montrer des personnages nobles, héroïques, beaux, en général avec des histoires tirées de la mythologie. Il y a certaines pièces très très connues, comme Phèdre par exemple, c'est la sœur d'Ariane, Ariane et le Minotaure, on a vu ça ensemble. Phèdre qui va devenir la femme de Thésée, le Thésée qui a sauvé Ariane justement. Donc on a des histoires mythologiques et on montre des héros incroyables et on dit au public, regardez comme ils sont parfaits, et bien faites la même chose. Ça c'est la tragédie, mais en général le héros a quand même un défaut majeur, ce qui va lui valoir de mourir à la fin de la pièce. Et dans la comédie, c'est un petit peu différent. On va montrer plutôt des défauts, enfin même essentiellement des défauts, mais pour dire aux spectateurs: «Attention, c'est pas beau de faire ça», eh bien on va s'en moquer. D'où le rire qui est vraiment lié, étroitement à la comédie. Donc pour Le médecin malgré lui, on va se moquer d'un défaut qui est la crédulité. La crédulité, le fait d'être crédule, c'est le fait d'être naïf, de croire n'importe quoi. Et donc je n'anticipe pas, vous allez voir quel est le personnage qui est crédule et quel est celui qui se moque de lui. Et donc en riant, le public est censé un petit peu réfléchir à lui-même et se dire: «Ah oui, mais moi aussi de temps en temps je suis un peu crédule, je vais essayer de me corriger sur ce défaut». Voilà, et en même temps, comme on en rit, on passe un bon moment. Dans les pièces très célèbres
de Molière. Vous avez entendu tout à l'heure, on parlait du malade imaginaire. Donc là, le défaut, c'est d'être hypocondriaque, ça veut dire de se croire toujours malade alors qu'on ne l'est pas. Il y a une pièce qui s'appelle l'avare, donc là, le défaut, c'est l'avarice, bien sûr. Une pièce qui s'appelle le misanthrope. Le misanthrope, c'est quelqu'un qui n'aime personne, qui veut rester tout seul. Voilà un autre défaut dont on se moque. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est terminé. Il y a déjà beaucoup, d'informations, sur le théâtre. Je vous demande de bien revenir sur cette page, 249, c'est ça, et d'apprendre, tout ce qu'on a dit, vous voyez, tout ce qui est en caractères gras, et nous commencerons donc à étudier la pièce la fois prochaine. Voilà, très bon mardi, et on se retrouve, jeudi, en chair et en os, et vendredi pour une nouvelle vidéo.